Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de Debout la France, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Deux calendriers importants aujourd'hui. D'abord, nous sommes à la veille du 7 octobre où le monde commémore les pogroms des terroristes islamistes contre Israël. Polémique depuis hier, on vient de l'entendre, sur les propos d'Emmanuel Macron qui souhaite qu'on arrête de livrer des armes à Israël pour conflit sur Gaza. Nous parlerons aussi de l'importation de ce conflit au Proche-Orient qui risque de devenir régional ou même mondial dans nos frontières. Et puis nous sommes aussi à la quasi-veille du 10 octobre où sera présenté le budget 2025, texte clé du gouvernement Barnier, avec 60 milliards d'économies promises, dont 20 milliards avec des hausses d'impôts. Le gouvernement Barnier réussira-t-il à tenir avec cet enjeu budgétaire, mais aussi sur les questions de sécurité et d'immigration affectées à Bruno Retailleau? Ce qui est promis va-t-il pouvoir être fait? Votre analyse, Nicolas Dupont-Aignan, compte. Vos propositions aussi, vous en faites en cette rentrée politique. Et comment aujourd'hui vous comptez faire pression? Pour vous interroger avec moi ce matin, Christophe Jacobizine des Échos. Bonjour Christophe. À tous. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Demain, 7 octobre, le monde s'apprête à commémorer les 1 an de l'assassinat abject de 1200 Israéliens par les terroristes du Hamas. Des femmes, des enfants, des habitants qui vivaient avec les Palestiniens au jour le jour dans des kibboutz du sud près de la frontière avec Gaza. Et l'avant-veille de cet anniversaire terrible, alors que des marches, des manifestations sont aujourd'hui prévues en mémoire, le chef de l'État, Emmanuel Macron, annonce au nom, selon lui, de la cohérence avec le cessez-le-feu, qu'il faut qu'on cesse de livrer des armes pour mener les combats sur Gaza. Honte à vous, lui répond le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Et vous, quelle a été votre réaction? La stupéfaction. J'ai le sentiment qu'une fois de plus, le chef de l'État perd la raison. D'abord, il y a la question de la date, la veille du 7 octobre ou l'avant-veille. C'est indécent. Et puis, au-delà de cela, si Emmanuel Macron était cohérent, il pourrait aussi parler des armes de l'Iran vers le Hezbollah, vers le Hamas. Parce que si on stoppe les livraisons d'armes, il faut peut-être les stopper pour tout le monde. Je veux dire que et à un moment, on se demande si on est chez les fous. C'est terrible pour l'image de la France. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire, Emmanuel Macron? Je ne sais pas ce qu'il cherche à faire, je ne suis pas dans sa tête. Il poursuit peut-être son alliance du second tour des élections législatives en France. C'est-à-dire tout le monde a oublié qu'Emmanuel Macron a fait élire les députés de la majorité, l'ancienne majorité, les députés macronistes, par le soutien des électeurs LFI. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une période absolument stupéfiante où les événements chassent les événements et on oublie qu'il y a une alliance électorale qui a abouti au Front populaire. Alors que certains membres de LFI appellent à l'intifada aujourd'hui en France. Ça prouve bien qu'on est en pleine déraison. Et encore une fois, que le président de la République et une proposition de paix, c'est tout à l'honneur de la France. Il ne s'agit pas pour moi de mettre de l'huile sur le feu. Il s'agit simplement qu'à un moment, il faut être cohérent. Et le drame de cette affaire, c'est que la voix de la France ne pèse plus rien, puisque ce n'est pas la première fois, si vous entendez bien depuis longtemps dans beaucoup de domaines, qu'il y a des zigzags incompréhensibles. Or, une bonne politique étrangère, j'ai été à la Commission des Affaires étrangères pendant des années, une bonne politique étrangère, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est une politique étrangère de cohérence, de continuité, qui permet de parler au monde. Le problème de fond, d'ailleurs, il y a eu 2 communiqués en une soirée. Donc tout ça est abject. Le deuxième disant que la France est amie d'Israël. Oui, mais le problème, c'est qu'à force, les paroles n'ont plus de poids. Or, une bonne politique étrangère, c'est une politique de continuité. Mais vous reconnaîtrez une cohérence à Emmanuel Macron globalement, c'est-à-dire ce qu'il souhaite, sa politique étrangère, c'est l'Europe. Et pour la construction toujours plus grande de l'Europe, et pour le reste, c'est les ajustements circonstanciels, où il peut dire une chose son contraire, mais la vraie cohérence d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe. La vraie cohérence d'Emmanuel Macron, c'est la disparition de la France. C'est-à-dire que la France est une région d'une Europe illusoire et d'ailleurs totalement décadente. Donc, ça, c'est oui, vous avez raison. Et il n'y a plus de politique étrangère. Il a dissous le corps diplomatique. On ne sait plus où on va. Donc,
C'est tragique au Proche-Orient, mais c'est tragique en Ukraine, c'est tragique partout. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on renoue avec une politique étrangère, mais pour renouer avec une politique étrangère, il faut, et vous avez raison, qu'il y ait une politique nationale. Ça veut dire remettre de l'ordre en termes de sécurité, remettre de l'ordre dans nos comptes publics, retrouver une France, restaurer la France, tout simplement, se ressaisir. Voilà d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi je pense qu'il faut le destituer. Moi, j'ai pas changé d'avis, hein. Alors, puisqu'on parle de cohérence, parlons de votre politique étrangère. Que feriez-vous à l'égard d'Israël ? On exporte très peu d'armes vers Israël, quelques millions d'euros par an, notamment des pièces détachées. Mais allons au bout de ce raisonnement. Vous avez souligné peut-être les ambiguïtés, le calendrier peut-être très inapproprié de la déclaration d'Emmanuel Macron. Mais que feriez-vous ? Est-ce qu'il faut augmenter, par exemple, les exportations d'armes vers Israël ? La question majeure, la grande difficulté, parce que celui qui aurait la solution, ni les États-Unis, ni la France, ni aucune puissance, aujourd'hui, n'arrive à avoir une solution pour ce conflit dramatique. Premier point, ma boussole, elle est très simple. Premier point, Israël a le droit de se défendre après les atrocités qu'il y a eu, et quand on sait qui sont les auteurs de ces atrocités. Et quel pays ne réagirait pas si à ses portes, il y avait 2 États terroristes ? C'était le Hamas, le Hezbollah. Donc sur le droit d'Israël à se défendre, personne, je crois, de sensé, à part M. Mélenchon et quelques autres, ne le nie. Après, la question, une fois ce droit effectué, à court terme, c'est est-ce que Israël peut gagner des batailles et gagner la guerre sans parallèlement, et ça c'est ma position, sans parallèlement offrir une perspective de paix par la création d'un État palestinien dirigé par des modérés. Car c'est la position de la France d'ailleurs. Ça a toujours été la position de la France, mais c'est l'évidence. Et il y en a un qui l'a écrit très bien. Et c'est beaucoup plus facile pour lui que pour moi. C'est Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, qui est quelqu'un d'extrêmement raisonnable, alors qui n'est pas dans la ligne de Netanyahou, mais qui écrit très très bien hier ou avant-hier dans un journal que Israël gagne des batailles aujourd'hui, et c'est tant mieux contre des États terroristes, et là on ne doit pas avoir d'ambiguïté, et c'est pourquoi je conteste la parole d'Emmanuel Macron, mais pour autant, et là il faut être clair, c'est que si vous ne donnez pas une perspective politique, une terre au peuple palestinien, eh bien, à chaque fois que vous faites 2 morts civiles à Gaza ou au Liban Sud, vous aurez 4 terroristes demain. Et ce sera sans fin. Et ça, beaucoup d'Israéliens savent très bien au fond d'eux-mêmes que la survie d'Israël est liée à la capacité, oui, de frapper fort contre des terroristes, mais s'il n'y a pas parallèlement un espoir, une espérance des interlocuteurs palestiniens modérés, eh bien, ce sera sans fin et à la fin, je ne sais pas qui gagnera, mais je doute que ce soit Israël. Mais vous les Donc, voyez, il faut... ces interlocuteurs palestiniens modérés, parce que ce qu'on vous Mais ça, dira, c'est le prétexte pour jamais agir. J'entends, mais ce qu'on vous dira, c'est que probablement depuis 1 an, Israël chercherait de tels interlocuteurs qu'il ne les trouverait pas. Est-ce que vous prenez au sérieux cette réflexion ? Je ne la prends pas au sérieux parce que Netanyahou, il faut le reconnaître, et c'est pas moi qui le dis, ce sont des Israéliens. Netanyahou a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteur modéré. Donc, et vous le savez très bien. C'est pas facile, et c'est plus facile à Paris que quand vous êtes à quelques kilomètres de tueurs qui vous lancent des roquettes et des bombes sur la tête. Donc, grande modestie. C'est qu'en Palestine, ce sont les mouvements terroristes. Mais bien évidemment. Mais parce que depuis 15 ans, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de modérés. Attendez, là, vous accusez Benjamin Netanyahou d'avoir encouragé les terroristes à agir dans leur pays ? Non, je dis que tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de modérés, et c'est la raison pour laquelle je pense que la France doit avoir cette position qui est un fil de crête, bien évidemment, mais qui est la justice, c'est-à-dire que si vous pouvez vous défendre, vous devez anéantir les organisations terroristes, mais vous ne pouvez pas anéantir un peuple. Et que donc, s'il n'y a pas des interlocuteurs qui émergent de ce peuple, vous aurez un nouveau mouvement terroriste. Et c'est sans fin. Ce que nous répondent les Israéliens, c'est vous êtes effectivement à Paris, vous parlez tout à fait, c'est bien facile. Nous, on a des terroristes. Mais c'est pourquoi je suis en désaccord avec Emmanuel Macron sur le fait que la parole d'Emmanuel Macron est une parole de salon, alors qu'en face, il y a des terroristes. Et la veille du 7 octobre, c'est quand même indécent et scandaleux. Mais je dis aussi qu'on peut gagner des batailles à court terme et qu'Israël peut gagner et doit gagner des batailles à court terme pour assurer sa sécurité, mais que parallèlement, s'il n'y a pas une offre
intelligente. Et ça passe concrètement par quoi? Soyons concrets. Ça passe que maintenant à Gaza, le drame humanitaire est tel qu'il faut une action internationale en accord avec Israël, avec des pays, notamment de la région, modérés arabes notamment, qui avaient reconnu et qui étaient en voie de réconciliation avec Israël, l'Égypte, les Émirats arabes et le Maroc, pour que à Gaza, on arrête ce drame humanitaire une fois que le Hamas est détruit. Sinon, le Hamas va ressusciter. Et donc, c'est l'intérêt d'Israël. D'abord, détruire le Hamas et libérer mais attention, les otages, et après, construire. Oui, mais plus vous faites de victimes civiles, plus vous nourrissez un nouveau terrorisme. Mais alors, donc vous appelez la marge est étroite. Un cessez-le-feu à Gaza. Pour qu'il continue la guerre jusqu'au bout. Aujourd'hui, à Gaza, on peut pas faire mais de mesures. Ce sera sans fin. Parce que ça ressurgira toujours. Donc il y a un moment où à Gaza, on ne peut pas rayer de la carte des millions de personnes. Ce n'est pas possible. Donc c'est un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu à Gaza maintenant. On n'arrivera pas à éradiquer le Hamas. Mais ce n'est pas parce que vous ne faites pas de cessez-le-feu que vous allez éradiquer le Hamas. Sauf à tuer toute une population. C'est mon point de vue. À Benjamin Netanyahou. Mais je ne suis pas Benjamin Netanyahou et j'estime que la France doit avoir une position de justice. Oui à l'intérêt d'Israël, oui à la défense de la sécurité d'Israël face à des mouvements terroristes. Et voilà pourquoi je conteste les positions de M. Mélenchon et de M. Macron aujourd'hui. Mais la France doit aussi avoir un horizon et parler au monde. Nicolas Dupont-Aignan est notre invité ce matin au grand rendez-vous européen CNews Les Échos. À tout de suite. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, est l'invité du grand rendez-vous ce dimanche. Vous avez fait votre rentrée politique hier en présentant les 12 travaux d'Hercule sur une fiche Bristol. Merci d'avoir cité Pascal Praud d'ailleurs qui disait qu'il fallait avoir une fiche Bristol et qu'il fallait que ça tienne là-dessus les idées politiques. Je vois que vous l'avez là, une petite feuille verte. Avant de venir à ça, parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et c'était un peu difficile de relancer tout à l'heure, vous avez dit au détour d'une phrase que c'est la raison pour laquelle vous étiez pour la destitution d'Emmanuel Macron. Alors, vous avez cassé de manière immanquable LFI en début de votre propos, mais là, vous êtes plutôt d'accord avec eux. Ce que je dis, c'est que la situation politique du pays est totalement bloquée. Il y a trois blocs. Le bloc patriote a eu le plus de voix. Quand je dis bloc patriote, du Rassemblement national, Éric Ciotti, Debout la France et d'autres, a eu le plus de voix. Au premier tour, était largement en tête. Le bloc du Front populaire, au second tour, par une alliance électorale, contre nature ou pas d'ailleurs, puisque n'oublions jamais que Mme Borne, M. Darmanin, M. Wauquiez, M. Marlex ont été élus par les électeurs LFI. Donc, il y a un moment, et à l'inverse, des députés LFI, les désistements, les députés LFI ont été élus par des électeurs macronistes. C'est quand même ça qui s'est passé au second tour. Et il faut avoir la franchise de le dire aux Français. C'est vous qui avez choisi le Front populaire en tête au deuxième tour pour barrer la route aux patriotes. Et puis il y a eu deux perdants qui étaient les macronistes et les LR qui a encore perdu des voix, qui est le dernier parti. Et face à ça, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Il faut revenir à la démocratie. Il a semé le chaos et il a choisi comme Premier ministre, au-delà de ses qualités personnelles, et je respecte Michel Barnier. Vous avez travaillé avec lui ? J'ai travaillé avec lui, c'est quelqu'un que je respecte, qui est bienveillant et sincère, ce qui est tellement rare dans ce milieu. Mais qui est le représentant du parti qui a le plus perdu, qui est allié avec ceux qui ont été désavoués. Et je pense que Emmanuel Macron a failli à son devoir de président de la République, parce que quand on sème le chaos, et qu'après on n'en tire pas des conséquences pour soi, parce qu'il aurait pu démissionner, en disant j'ai été désavoué, comme le général de Gaulle l'avait fait, sur un référendum. Il aurait pu nommer ceux qui étaient en tête, c'était le Front populaire, il faut être honnête, même si je les combats de toutes mes forces. Mais ils étaient minoritaires, ils avaient 180 députés. Tous étaient minoritaires. Tout le monde est minoritaire. Il y a trois blocs qui d'ailleurs ont été construits, j'y reviendrai un peu médiatiquement aussi dans le pays, puisqu'on a donné la parole en permanence à Macron, Mélenchon, Le Pen. Mais ces trois blocs, aucun des trois ne convainc une majorité de Français. C'est là le blocage français, au-delà des législatives. Donc je reviens à mon histoire. Il y a trois blocs. Il a choisi le bloc le plus minoritaire, et en plus on s'aperçoit maintenant que ce bloc minoritaire des minoritaires est très divisé, puisque entre les députés macronistes et Bruno Retailleau, il y a un désaccord fondamental sur la sécurité, on y reviendra. Donc je considère qu'aujourd'hui, le pays est totalement bloqué, qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement Barnier. Pas parce que M. Barnier serait méchant,
mais parce qu'il n'a aucune marge de manœuvre, Donc, vous êtes aucune d'accord majorité. Le gouvernement Barnier va être bientôt remplacé, selon vous? Moi, je serais personnellement favorable à une censure immédiate, parce que je pense qu'il ne faut pas mentir aux Français. Même avec les propositions de Bruno Retailleau, Mais qui ressemblent beaucoup aux vôtres. Bruno Retailleau fait des propositions, il a été désavoué immédiatement dans le discours d'investiture de Michel Barnier. Désavoué. Pas surtout. Mais surtout, et sur la sécurité, abordons donc. Mais si le Mais je gouvernement reviens à mon il a raisonnement. recadré sur l'état de Je droit, reviens à mon raisonnement. Si le gouvernement Barnier tombe, Mais quel est le attendez. suivant? Mais c'est à monsieur Macron, et j'y viens. Juste sur la censure, Attendez. vous dites qu'il faut Là, on va être le perdu. censurer. Vous êtes trop Voilà, intelligent sur pour la moi. destitution de M. Macron. Attendez. Vous êtes trop intelligent pour moi, et je voudrais aller au bout d'un raisonnement. Parce que sinon, je pense que ceux qui nous regardent vont se dire, mais ça part dans tous Et les ceux sens. qui nous écoutent sur Europe. Donc, je reviens. Pourquoi je pense que c'est bloqué? Je vous l'ai expliqué. Je pense que rien ne va sortir, et que face à ça, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de la 4e République. Mhm. On rentre dedans, des jeux pitoyables entre partis. Ça, c'est la 4e République. Par exemple, vous voteriez avec LFI la censure. Je voterai la censure et la destitution. Avec LFI. Avec LFI. Mais Vous feriez- qu'importe. Vous feriez ce que Mais non, vous mais dites. qu'importe. LFI a pas Non, qu'importe. Mais attendez, moi j'ai pas Parce que là, voté. vous avez Attendez. expliqué que Macron s'était allié Je avec vais vous LFI pour avoir répondre. une député, là, Mais vous allez si je vous peux allier vous avec LFI pour répondre, le ça c'est, renverser. il n'y a jamais de motion de censure si vous vous alliez pas avec des gens. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Moi j'ai pas fait d'accord électoral avec LFI. Moi je les combats dans les urnes. Je dis simplement qu'il y a deux façons de procéder face à ce que nous sommes. Il y a la façon 4e République, les délices et les poisons de la 4e, les petites histoires, les magouilles, je te donne ci, tu me donnes ça. Et la France perdra du temps parce que chaque jour qui passe nous précipite vers le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, la faillite Et financière. l'autre solution? L'autre solution, c'est une solution gaulienne. C'est l'appel au peuple. Quand une situation est bloquée sous la 5e République, il n'y a qu'une solution. Soit on reprend les magouilles de la 4e et tout le personnel politique, et je le dis à Marine Le Pen, qui participera à ces petites magouilles, sombrera parce que les Français leur en voudront. Vous dites qu'elle doit censurer elle aussi. Moi aussi, je pense qu'elle commet une erreur à jouer avec ces gens-là. On ne joue pas avec la France, on ne joue pas avec ces petites magouilles, on ne joue pas avec ces gens-là. Ils ont détruit le pays pendant 7 ans. Donc vous voulez un référendum? Et je pense qu'il y a il n'y a qu'une solution, c'est l'appel au peuple. L'appel au peuple, comment? Parce que ceux qui nous écoutent ou nous regardent vont nous dire, mais d'accord, mais comment? Les législatives, on ne peut pas le faire tout de suite. Vous êtes d'accord? Et on risquerait de trouver la même solution. Mais qu'importe! C'est M. Macron qui devrait partir à ce moment-là, comme MacMahon. Bon, mais on ne peut pas le faire tout de suite. Donc il n'y a que deux solutions. Le départ d'Emmanuel Macron, qui est la seule solution pour assainir la situation, franchement, ou un référendum sur des sujets pour arbitrer. Je prends l'exemple, parce que je cherche des solutions, je ne cherche pas le blocage. Par exemple, sur l'immigration, le rétablissement des frontières, la primauté du droit national, seule solution pour régler le problème. S'il y a un désaccord entre M. Retailleau et les macronistes, ou le président de la République, eh bien, il faut un référendum, mais qui aura le Il n'y en courage? aura pas. Mais c'est normal de le demander. C'est une chose, mais vous Parce savez qu'il n'y en aura pas. Alors, l'épée dans l'eau. alors, ça veut dire Vous en quoi? êtes conscient. Ça veut dire quoi, monsieur Bocoté? Ça veut dire que nous sommes dans un pays où il n'y a plus de démocratie. Ça a commencé, d'ailleurs, si vous y réfléchissez, si on prend un peu de recul, ça a commencé en 2005. Les Français ont voté contre Le traité de Lisbonne. la Constitution européenne. Et le système politique qui aujourd'hui gouverne, c'était Nicolas Sarkozy avec les socialistes, la Macronie, c'est quoi? C'est le radeau de la Méduse de tous ceux qui ont ruiné la France depuis 30 ans. C'est ça, la Macronie et le gouvernement actuel. Ils ont tous ruiné la France et ils sont tous ensemble. Et ils nous disent, faut durer, faut continuer. Ben moi, je vous dis non. Donc, il est fondamental aujourd'hui. Mais c'est une crise de régime, donc. Oui, mais la seule solution pour dénouer la crise de régime, soit on perd du temps encore et les Français souffrent, la France prend du retard, soit on dénoue la situation par le suffrage universel. Voilà pourquoi, moi je suis franc avec les Français. Je ne vais pas faire semblant de leur dire C'est ce que dit ça Mathieu. peut marcher. Il y a des institutions qui ne vous permettront pas d'aller au bout de ce Si, référendum. il y a deux choses. Il y a d'abord la censure. Si ce gouvernement était censuré, Si il le sait mais pas. attendez, mais moi, homme politique, c'est mon devoir de dire aux Français. La seule solution, Vous c'est que vous devez- appeliez aujourd'hui sur ce plateau Marine Le Pen à censurer le Mais gouvernement. c'est clair. Et dans ce cas-là, il y en aura. Mais c'est clair. Il y aura une majorité suffisante de députés pour censurer le c'est gouvernement. évident. Est-ce que c'est ce que vous je faites ce matin pense, oui, je pense que Marine Le Pen a tort de dealer ou du moins de donner un sursis à un gouvernement
qui trompe les Français, qui ne réglera pas les problèmes, qui fait perdre du temps à la France. Et s'il y avait censure, Emmanuel Macron serait obligé soit de renommer un nouveau gouvernement qui entend le message, notamment qui donne raison à Bruno Retailleau. Ah, vous y croyez Mais attendez, mais c'est pas Emmanuel Macron qui doit décider, c'est les représentants du peuple. D'accord, mais les circonstances font que les institutions font qu'il décide aussi un peu. Vous pouvez vous en désoler, mais il est là. Sauf, souvenez-vous de MacMahon, Macron souvenez-vous... n'est pas MacMahon. Mais la démocratie reste la démocratie. Peut-être, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Mais moi, je n'ai pas à me Si positionner en fonction de gens. Nicolas Dupont-Aignan, quelle sorte de gouvernement nommera-t-il? Est-ce que c'est un gouvernement de gauche, de droite, du centre? Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohérence. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas en donnant un sursis à un gouvernement de bric et de broc qui conduit la France au drame qu'on va régler les problèmes. Moi, je pense que la seule solution... Attendez, je pense que la seule... On va en parler, mais c'est des détails. Vous allez voir pourquoi. Le budget, c'est pas un détail. Ce sont des détails parce que malheureusement... On est en situation de faillite et de déliquescence économique, c'est pas un détail. C'est pas un détail, je veux dire par là que la seule façon de régler le problème du pays aujourd'hui, c'est de revenir aux urnes, soit par un référendum, ça c'est possible, si Emmanuel Macron le décide, soit par une présidentielle anticipée. Et vous verrez qu'on aura une présidentielle anticipée un jour, parce que on voit très bien que ce gouvernement Barnier de bric et de broc n'a pas les solutions et ne veut pas les mettre en œuvre pour régler les problèmes du pays. Or, vous ne pouvez pas laisser pourrir éternellement les problèmes d'un pays comme la France, en attendant, la sécurité, l'immigration. En Italie, qui est allé travailler sur l'immigration avec les Italiens, qui demande une task force. Mais excusez-moi. Il travaille. Mais il travaille. Et quels sont les résultats à partir du moment... Ça va venir. Mais excusez-moi. Michel Barnier a dit clairement, on va prendre un point, parce que faut la preuve par l'exemple de ce que j'avance. On a donné un point. Michel Barnier nous dit, pour régler l'immigration, la sécurité, nous devons nous inscrire dans le cadre européen. Nous respecterons le pacte migration-asile. Il respectera donc la directive retour. La directive retour, elle interdit d'arrêter un clandestin et de le mettre en prison. La directive européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se soumettant à l'Union européenne, Michel Barnier interdit à Bruno Retailleau toute efficacité. C'est tout. Il a sifflé dès le début la fin de la récréation. Et regardez la déclaration de M. Macron, aujourd'hui, sur l'immigration. Donc, on est dans une impasse. Il vaut mieux le dire franchement aux Français, plutôt que de faire semblant de soutenir un gouvernement qui n'aboutira pas. Nicolas Dupont-Aignan est notre invité au Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, est l'invité du Grand Rendez-vous ce dimanche. Alors, vous avez effectivement fait votre rentrée politique hier avec 12 travaux d'Hercule. 12 travaux d'Hercule. Et dans ces 12 travaux, il y a aussi des travaux sur l'immigration. Vous parliez de ma petite fiche. J'ai écouté un jour Pascal Praud après le discours de politique générale de Michel Barnier. Et il disait qu'il aurait rêvé d'un Premier ministre qui vienne avec 12 mesures sur une petite fiche. Et donc, ça m'a piqué au vif. Et je me suis dit, plutôt que de faire un long discours à mes universités de rentrée, je vais essayer de prendre les 12 mesures qui changeraient le pays, fondamentalement. Et en matière d'immigration et de sécurité... On en parlait. Voilà, soyons précis, j'ai recensé 4 chantiers, 4 travaux d'Hercule absolument fondamentaux. Premier, la primauté du droit français sur le droit européen. Michel Barnier, candidat à la primaire des Républicains en 2021 pour la présidentielle, avait fait scandale en parlant. Et il l'a abandonné. Dans son discours de politique générale, il se soumet à Bruxelles. Rien ne pourra se faire en matière d'immigration en obéissant à la directive retour de 2008, signée par Sarkozy. Deuxième mesure. Les Italiens ou les Allemands ont décidé des mesures un peu exceptionnelles. Oui, alors, vous avez raison, je vais en revenir sur les frontières. Deuxième mesure, justement, le rétablissement des frontières nationales, ce qu'ont fait les Allemands. Mais pour ça, il ne faut pas la double frontière. Il faut la frontière nationale, c'est-à-dire que de manière pérenne, désormais, on rentre en France avec un contrôle. Donc, c'est la seule. Européenne. Mais elles peuvent exister en plus, mais elles n'ont aucun sens, puisqu'on sait que les autres pays laissent passer des gens. Leur donne un billet de train qui va du sud de l'Italie à l'Allemagne ou à la France. Donc, le rétablissement des frontières nationales, c'est refusé par Michel Barnier. Il parle d'un contrôle éventuel dans le cadre de Schengen, mais pas d'un rétablissement. Troisième mesure fondamentale, le rétablissement de la double peine.
c'est celle qu'avait annulée Nicolas Sarkozy quand même. C'est-à-dire que tout délinquant étranger est expulsé au terme de sa peine. Mais ça, c'est contraire à tous les règlements européens. Donc il faut le rétablir. Et enfin, bien évidemment, et ça c'est du domaine intérieur, c'est qu'à chaque délit, il y a une vraie condamnation et une peine de prison ferme. Et ça, c'est pas l'Europe. On peut le faire globalement seul. Si vous ne prenez pas ces mesures pour se libérer de l'Union européenne, on ne traitera pas le problème migratoire en France. Tout le monde le sait. Bruno Retailleau le premier. Mais Bruno Retailleau, il le dit. Mais qu'est-ce qui va changer là ? Puisque Michel Barnier lui a dit non, on ne changera pas. Et vous aurez le Conseil constitutionnel qui interdira toutes les mesures. La preuve, c'est qu'il a même censuré les dispositions proposées par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Donc moi, je ne peux pas... Comment vous dire ? Je ne peux pas aller dans une émission comme la vôtre et dire aux gens, oui, ils vont essayer, on va peut-être y arriver. C'est pas vrai. Mais vous nous parlez d'une impuissance institutionnelle programmée. Donc que ce soit vous ou Bruno Retailleau, ça marche. Excusez-moi, moi j'ai toujours été clair, et Debout la France existe, justement, comme parti politique, pour dire aux Français, soit vous retrouvez votre indépendance nationale, et vous élisez des gens qui veulent être maîtres chez eux. Mais vous aurez les institutions contre vous de la même façon. Mais quelles institutions ? Justement, ce que dit Mathieu, et puis aussi les institutions mais la européennes. France. Mais vous savez qu'il y a toujours un recours derrière. Mais justement, je refuse ce système. Donc vous et j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2017-2022 pour dire aux Français, la seule solution, c'est d'échapper à ce système et de le renégocier totalement. Et excusez-moi, si vous voulez traiter le problème de l'ordre et de la sécurité et de l'immigration, vous devez dire à Bruxelles, la France, à compter de ce jour, n'applique plus la directive retour, rétablit ses frontières et met la primauté du droit français par référendum. Donc vous sortez de l'Europe ? Non. Je n'ai pas à sortir. Je n'applique plus les règles européennes. Les traités, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, je crée, comme avait fait le général de Gaulle au moment de la politique de la chaise vide, au moment de la politique de la chaise vide. Vous parlez d'une Europe à combien de pays ? Mais qu'importe, la France reste la France. On est 27. Et la France, c'est quoi ? C'est un pays. C'est le Luxembourg ? C'est l'Irlande ? Non, je ne parle pas de ça. Eh bien, la France, c'est la France. Et il y a un moment... Non, mais attendez, je vais être très clair. Parler de l'Irlande, elle a des excédents. Soit les Français... Non, mais attendez. C'est pas pareil. Soit les Français veulent s'en sortir, soit ils continuent à faire semblant avec tous ceux qui ont tué le pays depuis 30 ans. C'est très simple. Les Français doivent à un moment choisir s'ils veulent être un pays d'esclaves ou ils se font égorger par des migrants qui sont sur leur sol et qu'on n'expulse pas. C'est excessif. Philippines, c'est quoi ? Attendez, excusez-moi. Comment vous remboursez votre dette auprès de vos créanciers ? On va en parler. Je parle déjà sur la sécurité. Non mais attendez. Un président de la République, un président de la République. Attendez. C'est excessif, Philippines ? Non mais c'est excessif. Des cas, mais enfin, vous ne généralisez pas quand même. Attendez. La France ne maîtrise plus ses flux migratoires. L'insécurité atteint des sommets. Est-ce que la France et les Français veulent être égorgés sur notre sol ou est-ce que les Français veulent tenir leurs frontières ? Tous les pays du monde, excusez-moi, tous les pays du monde, à l'exception des membres de l'Union européenne, contrôlent leurs frontières, expulsent les délinquants, ont un droit démocratique national. Soit les Français assument de reprendre en main leur destin, soit ils deviendront un peuple d'esclaves. C'est clair. Et je suis un des rares à le dire. Vous parlez de l'Union européenne, c'est une chose. Oui. Rappelez-vous, au moment de la présidentielle, on parlait de la possibilité d'une victoire sur Marine Le Pen, Éric Zemmour pendant quelques temps, ce que vous appelez le bloc patriote. Laurent Fabius avait dit, si jamais des forces de ce bloc arrivent au pouvoir, le Conseil constitutionnel sera le premier gardien de l'état de droit et leur programme, ils ne pourront pas l'appliquer. Donc là, on ne parle pas en ce moment de l'Europe. On parle d'institutions au cœur même de la vie politique française. Est-ce que c'est ça le visage de la crise de régime dont vous nous parlez ? Je vous renvoie à une déclaration du général de Gaulle du 1er octobre 1948. La seule Cour suprême, c'est le peuple. Mais vous voyez la crise institutionnelle devant vous. Mais alors ? C'est le général de Gaulle qui met en place la Constitution de 58 dans laquelle il y a le Conseil constitutionnel. Oui, mais le Conseil constitutionnel, et même Laurent Fabius l'a dit, Christophe Jacubizine dans une récente interview, le Conseil constitutionnel s'est arrogé des pouvoirs exorbitants qui n'ont rien à voir avec le rôle d'une Cour constitutionnelle. Ils font de la politique. D'ailleurs, c'est très frappant de voir que c'est messieurs Juppé et Fabius qui dirigent le Conseil constitutionnel, qui ont ruiné la France, qui sont responsables de la situation du chaos migratoire et sécuritaire du pays. Vous savez, on n'arrivera pas à redresser la France sans casser des œufs. Il y a un moment, aujourd'hui, les œufs qui sont cassés, ce sont les Français qui se font agresser,
la délinquance qui explose et l'immigration qui nous submerge. Donc il y a un moment, toutes ces petites histoires de Conseil constitutionnel, toutes ces petites histoires, soit les Français décident, et il faudra un homme d'État qui dit aux Français, voilà, c'est à vous de choisir par référendum. Nicolas Dupont, oui, non, ce que j'allais vous dire, vous avez tout à fait le droit de proposer aux Français, un, de sortir de l'Europe, deux, Pas de sortir. Deux, de changer de constitution. Mais je vais vous dire, pas de sortir. Mais pourquoi vous n'allez pas au bout de votre raisonnement? Non, parce que j'estime qu'on est européen, et justement je refuse ce piège. Viktor Orban pense exactement comme moi, ou je pense comme lui, c'est plus élégant et moins prétentieux. Madame Meloni, au fond, pense la même chose. Aux Pays-Bas, vous avez eu des élections. En Autriche, vous avez eu des élections. Et en Suède. Et vous avez partout en Europe des chefs d'État, des partis qui n'osent pas, à un moment, dire les choses. Et le rôle de la France, depuis la Révolution française, 1848, le général de Gaulle, le rôle de la France, c'est un moment de dire stop. Madame von der Leyen n'a aucune légitimité. Et on peut reconstruire une belle Europe, des nations, des projets, il va tout falloir remettre à plat. Mais c'est une question de survie existentielle pour la France. Et donc, moi, j'ose le dire, et je ne vais pas faire semblant. Je vais être juste un peu concret sur ça. Oui. Donc, vous êtes élu président de la République en 2027. Vous dites, je fais mon référendum. Le Conseil constitutionnel dit, vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas permis. Donc, vous comprenez, ça, c'est le scénario, le changement de régime auquel vous en appelez, le changement de constitution, c'est celui-là. Le Conseil constitutionnel, le général de Gaulle a fait un référendum, article 11, et n'a pas demandé l'avis du Conseil constitutionnel. Je ne fais pas de la jurisprudence. Je ferai pareil. Je dis le scénario politique. Je ferai pareil. D'accord. Donc, ils pourront brailler tout ce qu'ils veulent. Constitutionnel. Il n'y aura pas de crise. Il y aura l'arbitrage du peuple français. Car, encore une fois, quand un pays est dans le chaos, tout change. Nous sommes dans un chaos sécuritaire. On va parler finances. Là aussi. Dit que les Français se faisaient égorger. C'est une phrase forte. Mais c'est vrai. Nicolas Dupont. Mais est-ce que vous trouvez normal? Mais enfin, écoutez. Je parle de tous les cas de femmes qui ont été violées, qui ont été tuées par des OQTF, des obligations de quitter le territoire français qui n'ont pas été exécutées. Mais combien de temps on va subir cela? Mais combien de temps? Vous parlez d'OQTF, Bruno Retailleau parle de visa consulaire, il dit il y a par exemple avec la question algérienne des accords qui remontent à 1968 qui n'ont toujours pas été réglés, ils ont vaguement été amendés en 2001. Là-dessus, Bruno Retailleau avance avec cette proposition. Vous dites qu'il n'arrivera pas à avoir de gain de cause. Bruno Retailleau avance toutes les propositions que j'ai faites, que Marine Le Pen a fait, que Éric Zemmour a fait. Donc il fait du plagiat. Mais non, mais je suis ravi. Mais moi, je ne suis pas propriétaire de mes idées. Il est parti au Bloc Patriote, Bruno Retailleau. Mais bien évidemment, d'ailleurs, il y aurait beaucoup plus de cohérence à avoir un gouvernement allant et Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Marine Le Pen, etc., que cette espèce de bouli-gougla qu'on a aujourd'hui. La question n'est pas de faire des propositions. Vous savez, moi je vais vous dire, non, excusez-moi, la question est de prendre des décisions. La question c'est de faire. Non, des décisions, oui. Marine Le Pen a dit à tribune de l'Assemblée, elle a dit, qu'allez-vous vraiment faire à Michel Barnier? Mais regardez, souvenez-vous, on a eu une espérance extraordinaire en Nicolas Sarkozy. Et puis il a signé la directive retour, il a trahi le vote du peuple de 2005, il a supprimé la double peine, et il vient nous donner encore des leçons. Moi, excusez-moi, ça fait trop longtemps que je subis ça. Je suis peut-être trop ancien dans la vie politique, mais j'en ai assez d'aller voir mes électeurs et de leur dire, bah oui, on parle. Oui, on a plein de bonnes idées. J'ai vu la couverture de magazines, c'est formidable. Mais on fait rien. Et aujourd'hui, vous proposez des prisons à l'image du Salvador. Oui. Je dis que, vous parliez de la situation, j'ai dit dans mon discours, c'est quand même incroyable qu'un petit pays comme le Salvador, qui était submergé par la grande criminalité, à un moment a pris des mesures. Enfin, c'est terrible quand même ce qui se passe au Salvador, des prisonniers à genoux. Non, ce qui était terrible, excusez-moi, c'est pas des prisonniers à genoux. Moi, pour moi, ça m'émeut pas du tout. Nus, à genoux. Ce qui m'émeut, c'est qu'il y avait des gangs. Oui. Et qu'on pouvait plus circuler librement. Et moi, ce qui m'émeut, c'est de voir que la France devient un coupe-gorge. Et la France est un peu le Salvador de l'Europe, selon vous? Je vais pas, ne me poussez pas à des polémiques faciles. J'ai suffisamment de métier pour savoir que je ne me laisserai pas entraîner. Je suis quelqu'un de raisonnable. Je dis simplement que les Français n'en peuvent plus des compromis, des compromissions. Voilà. Et j'ai un projet, les 12 travaux d'Hercule, dans une petite fiche qui permettrait, je pense, de sauver le pays. Et après, c'est aux Français de choisir. Nicolas Dupont-Aignan est notre invité, on revient dans un instant.
Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Vous disiez tout à l'heure, au détour d'une phrase, que avec tout ce qui se passe en France, le budget c'était un détail. Alors non, c'est pas un détail, ça arrive, c'est jeudi et c'est important. J'ai pas dit que c'était un détail le budget. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut repasser la bande, comme on dit. Ah oui, en coupant ce qu'il y avait avant et après. Voilà. Alors, non, on en parlait effectivement. D'abord, le budget présenté propose 20 milliards de hausse d'impôts, à la fois sur les entreprises et les particuliers. Est-ce que c'est une bonne idée ? D'abord, la situation est dramatique, mais réellement dramatique. Vous parliez pourquoi, en semblant étonné, que je demande la destitution. Emmanuel Macron, avec Bruno Le Maire, qui va donner des cours d'économie, ont fait plus de 1000 milliards de dettes. C'est colossal, 1000 milliards. Il y a eu le quoi qu'il en coûte du Covid. Je cherche pas à les défendre, mais voilà. Reconnaissez que s'il y en a un qui a combattu le confinement, il y a certains pays qui n'ont pas confiné et s'en sont sortis. Comme les États-Unis où il y a eu beaucoup de morts au départ. Oui, et en Suède, beaucoup moins. Bon, passons. Et le quoi qu'il en coûte ne comprend pas les 1000 milliards, tous les 1000 milliards, loin de là, 300 milliards. Donc, la situation est dramatique. Est-ce que on a un vrai plan pour à la fois réduire les dépenses, parce que nous sommes au sommet, au taquet des impôts. Alors on peut rajouter 20 milliards là. On nous dit c'est sur les plus riches. Bon. Mais sur les plus riches, ça ne fera pas 20 milliards, et ça sera en fait sur les entreprises. oui, 300 entreprises. 8 milliards. Ou 8 milliards, 8 milliards. Peut-être en urgence, mais c'est mauvais pour la compétitivité, c'est pas bon. Donc, on peut le faire exceptionnellement, ça a été fait en 2017, c'est un prélèvement de solidarité exceptionnel. Mais c'est pas durable. Or, le problème de fond, c'est comment on fait durablement. Il faut réduire de 100 milliards les dépenses de la France. Nous sommes à des prélèvements obligatoires délirants et à des dépenses publiques délirantes. Et j'ai écrit un livre, mais trop tôt, en fait, en 2021, Où va le pognon ? Où j'ai mis des économies réelles qui ne feraient pas souffrir les Français. C'est-à-dire pas, par exemple, la désindexation des pensions de retraite que nous prévoit le gouvernement. Des vraies économies. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, et ça fait partie de ma petite fiche, parce que c'est petit, mais il y a quelques trucs. Elle est inépuisable, cette fiche. Elle est inépuisable. 100 milliards d'économies. Je vais vous donner un exemple. Alors vous allez dire que je suis anti-Union européenne. Est-ce que vous trouvez normal que sous Jacques Chirac, on donnait 1 milliard net à l'Union européenne ? C'était bien. C'est normal qu'on soit solidaire des autres pays plus petits que nous, encore qu'ils soient maintenant plus riches que nous. Mais qu'importe. Mais aujourd'hui, on va donner 10, 15 milliards à terme, net, par an. Nous sommes 27. Et alors ? Il n'y a aucune raison qu'un pays ruiné comme la France donne 10 milliards pour nourrir les délocalisations, pour favoriser un système migratoire. Il faut stopper tout ça tout de suite. Il reste 90 milliards à trouver. Oui, mais excusez-moi, ces 10 milliards, ça ne nuit pas à la France parce que c'est de l'argent qui n'est pas dépensé en France. On n'arrivera pas à 100 milliards à la fin de l'émission. Rassurez-vous. L'Ukraine, on a donné combien de milliards à l'Ukraine en toute folie ? Il faut arrêter de soutenir l'Ukraine. Il faut absolument faire la paix en Ukraine. Mais ce conflit... Si l'attaquant, les Russes ne le veut pas, comment on fait ? Mais d'abord, ils le veulent, et on peut le faire. Bon. Et attendez. Sur quelle frontière ? Est-ce que les Français ont voté pour donner des dizaines de milliards, je dirais 10 milliards minimum, puisque l'Union européenne représente 17% du budget de l'Union européenne, et si on compte tout ce qu'a donné l'Union européenne, c'est colossal. 10 milliards d'économies. Pourquoi vous soutenez la Russie ? Je vais vous dire, je ne soutiens pas la Russie, je soutiens la paix. Et je vais y revenir après. Ensuite, les fournisseurs d'électricité, le système européen de l'électricité, nous a coûté avec le bouclier tarifaire une folie. La Cour des comptes, c'est pas moi, la Cour des comptes estime 30 milliards de gaspillage. On pourrait récupérer 20 milliards tout de suite en sortant du marché européen d'électricité. Le débouclage, comme ont fait les Espagnols. Exactement. Et ça n'enlève en rien, contrairement à ce que disait M. Le Maire, l'interconnexion des réseaux d'électricité, puisque nous avons toujours des réseaux avec l'Angleterre qui ne sont pas dans le marché européen. Donc, on est déjà à 40. Si on paye les on est déjà à 40. Vous avez raison, ça permet quand même à EDF de financer les futurs EPR. Mais bon. Non, excusez-moi. On trouver l'argent quelque part. Mais bon. Non, excusez-moi. Quand on achète de l'électricité éolienne à 150 € ou à 190 € à Saint-Brieuc, les contrats de Saint-Brieuc. 48 €. Non, mais les nouveaux, pas les anciens. Et qu'on a une électricité nucléaire
qui est produite à 20 euros, qu'on revend à 42 à du privé, et même en comptant les investissements, on est à 60 euros ou 70 euros, vous le reconnaîtrez, C'est vrai. il y a de la marge. Donc, on a un marché européen qui gaspille l'argent des Français. J'arrive à 40. Vous pouvez ajouter les 10 milliards de taux d'emprunt à taux variable, les emprunts à taux variable qu'ont fait M. Macron et Le Maire pour faire des bonus aux banquiers, alors qu'on pouvait emprunter à taux fixe. C'est hallucinant, c'est un scandale d'État. Enfin, je n'ai pas les proportions, mais on emprunte à taux 10% de notre dette. 10% de notre dette. Parce qu'on est très endetté. Non, 10% de notre dette, et le Sénat a rajouté 12 milliards d'euros pour payer les escroqueries de France Trésor avec les emprunts à taux variable indexés sur l'euro à 9% quand on pouvait emprunter à 3%. Ça fait beaucoup. Je pourrais vous ajouter les 15 milliards de l'immigration, suppression, il faut arrêter les aides sociales à toute personne. Non, l'AME c'est autre chose. C'est 1 milliard. L'AME c'est 1 milliard. Je vous parle de la proposition que nous avons, ça fait partie des chantiers, arrêt de toute aide sociale dans les 5 ans d'arrivée. Vous venez en France, vous n'avez aucune aide pendant 5 ans. Aucune. Aucune. Eh bien, je peux vous dire qu'on fera des économies. Lutter contre les fausses cartes vitales. Là, Michel Barnier en a parlé, je m'en réjouis. Eh bien là, vous avez déjà les 60 milliards d'économies. Mais ça, cela exige quoi? Cela exige de rompre avec l'Union européenne telle qu'elle est. Est-ce que les Français veulent donner leur argent à leurs voisins ou le garder pour eux? Mais à vous entendre, c'est les très Français simple. sont victimes d'une forme de système de spoliation dont ils ne seraient pas conscients. Tout à fait. Et ce qui me choque le plus, je vais vous dire, c'est que Bercy cherche toujours des économies qui vont faire souffrir nos concitoyens, c'est-à-dire la désindexation des pensions de retraite, qui est terrible, parce que quand vous êtes retraité avec 800 euros de retraite par mois, ou 1000 euros, comme j'ai beaucoup ailleurs dans ma ville, et que chaque année vous perdez 2 à 3% de pouvoir d'achat, vous êtes dans la misère. Il y a 6 millions de retraités qui sont au bord de la misère. Et je trouve absolument ignoble qu'une caste politique qui donne des milliards à des fournisseurs d'électricité, des milliards aux marchands d'armes américains pour financer la guerre en Ukraine, des milliards à l'Union européenne pour délocaliser nos usines, viennent pleurer maintenant et dire « Allez, les retraités là qui avaient eu 1000 euros par mois, vous allez faire un effort. » Eh bien, je trouve ça absolument immonde. Vous avez abordé les entreprises, vous n'avez pas abordé les très hauts revenus. Alors, effectivement, c'est... pourquoi pas? C'est oui. une petite partie. Oui, ça ne me choque pas. Qu'est-ce que vous dites? Parce que le sujet est quand même plus global. Est-ce que c'est la fin de la méritocratie? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se bat, qui travaille pendant 35 ans, qui gagne effectivement peut-être 250, peut-être 500, peut-être 600 000 euros par an, qui se retrouve depuis 2011 avec déjà une taxe qui existe, qui est un surplus de taxes, ces gens-là sont à 49% et pas à 45%. Est-ce que ces gens-là, il fallait encore plus les... Attention. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrête, on se dit, ça sert à rien de faire Polytechnique, ça sert à rien de faire non, HEC, je pense que ce que vous dites est excessif. De toute façon, tu donneras une grande partie de l'argent. l'argent. Non, je pense, franchement, je suis pour qu'on arrête les hausses d'impôts, mais ce que vous dites, je pense franchement est excessif, parce que d'abord, la tranche à 49, elle est que sur la dernière, elle n'est pas sur l'ensemble du revenu. Enfin, je pense aussi, attendez, je pense aussi que quand on est les plus riches, c'est mon côté chrétien, quand on est les plus riches, et que la France est en difficulté, si cet argent est utile... Attendez, la France est en difficulté, Monsieur Dupont-Aignan. Si cet argent est utile au pays, vous pouvez faire un effort. Quand vous gagnez plus de 500 000 euros par an, excusez-moi, vous pouvez temporairement faire un petit effort. En revanche, le problème... Vous expliquez qu'on est dans un système de gaspillage généralisé. Justement, j'y viens. C'est que ce qui choque les gens, quel que soit leur niveau de revenu, qui seraient prêts à payer quelque chose en plus. Parce que j'estime que quand on gagne beaucoup, on peut payer un peu plus. Vous ne croyez pas qu'ils payent déjà beaucoup? Ils payent beaucoup, mais attendez, ça a beaucoup baissé avec le prélèvement, la flat tax. Les plus riches de France ont gagné beaucoup d'argent avec Emmanuel Macron pendant 7 ans. Ils peuvent faire un petit effort, à une condition, c'est que cet argent ne soit pas gaspillé. Que cet argent serve à investir dans les technologies d'avenir, à muscler le pays, à aider les maires des petites communes qui sont en abandon total. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, vous savez, les Français acceptent de payer des impôts si cet argent n'est pas gaspillé. Il nous reste 50 secondes. Or, il est gaspillé. Qu'on aborde la question de la Russie, puisque vous avez dit, on va y revenir. Christophe Jacobusine. Oui, parce que quand même, il faut éclaircir ce que vous venez de dire. Vous considérez que la Russie n'est pas un pays agresseur à l'égard de l'Ukraine? J'ai dit simplement... On ne va pas aider les Ukrainiens. On a 50 secondes, donc je vais être très clair. Les torts sont partagés. La Russie a agressé, je l'ai condamné, oui. Et le régime de Zelensky a bombardé le Donbass pendant des années.
Et Donc, une on va s'en paix occuper. était possible. Il y a eu une paix signée à Istanbul entre Zelensky et Poutine. Les Américains de Biden, qui se servent de l'Ukraine comme un terrain de jeu, ont bloqué cette paix. J'espère que Trump le fera la paix. Et je vous le dis, c'est une erreur géopolitique tragique. Nous poussons la Russie dans les bras de la Chine. Nous avons payé notre gaz 4 fois plus cher. Nous sommes en état de ruine économique en Allemagne et en France pour l'industrie. Donc je dis qu'il est temps d'arrêter cette guerre et je souhaite qu'on l'arrête et qu'on l'arrête de manière équilibrée, sans donner raison à la Russie ni à l'Ukraine. Il faudra Ça bien sera une peut-être paix. pas Trump. J'espère que ça sera Trump, pas pour Trump, parce que je ne suis pas un Trumpiste de la première heure, loin de là, mais sur l'Ukraine, c'est le seul qui a la volonté d'arrêter ce drame qui est en train de ruiner l'Europe. Et donc je pense que c'est l'intérêt de la France. Et moi, il n'y a qu'un souci dans ma vie. Mais tout le monde veut l'arrêt de la guerre. Je n'ai Dans qu'un quelles souci, conditions monsieur Jacobizine, c'est la France. Et j'estime que la France est dans un tel état de péril qu'elle n'a pas besoin d'une guerre en Ukraine. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. C'est la fin du grand rendez-vous européen. Merci à vous. CNews, Les Échos, très bon dimanche sur nos 2 antennes.